Tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le matin, c'est l'heure du petit déjeuner bien sûr, on est vendredi. Et définitivement, hier, cette nuit après le live, j'ai envoyé un mémo au service planification de ma chaîne Twitch en lui disant, écoute, peut-être que en vrai, caler un stream le jeudi soir avec une matinale le lendemain, c'est pas une super idée. C'est peut-être pas une super idée, voilà. J'attends un retour du service planif, voilà, je vous tiendrai informé de ce qu'il en ressort, mais il va falloir qu'on bricole ça différemment. Bonjour en tout cas, bonjour tout le monde, bienvenue sur ce petit déjeuner. Alors, comme ici on fait les choses correctement, une petite visibilité sur le planning bien sûr, un planning tenu de main de manager. Voilà, parce qu'il n'y a pas de maître que des managers ici. Voilà, un planning, franchement, c'est presque imperfect. Bon, j'ai changé deux trois trucs, Enfin, non, le département planification a changé deux trois trucs, mais voilà, globalement, on est sur un petit run. Alors, pour les gens qui se poseraient la question, mais dis donc, ça fait combien de temps que t'as un planning chatoyant comme ça? Parce que les gens parlent comme ça quand ils se posent des questions, eh bien, je suis capable de vous répondre car j'archive tout. Alors évidemment, sur l'année 2025, on a démarré semaine 02, voilà. On en est à la semaine 34, hein. Et sur l'année 2024, on avait démarré à la semaine 16, jusqu'à la semaine 52. Je vous le dis parce que, en vrai, même moi je suis le premier étonné de ces conneries. Comme quoi, il faut peu de choses pour travailler. Voilà. Son de la zik un poil fort, eh ben c'est comme ça. Non, oui, je baisse. Bonjour Coton, bonjour Kiwix et bonjour Onir, bienvenue, installez-vous, nous venons d'arriver. C'est l'heure du petit déjeuner. Alors aujourd'hui, il va y avoir de l'actu lié à la Gamescom, évidemment, on va parler un petit peu de hardware. On va également parler des news dans notre beau pays. La Gamescom, qui, donc, comme vous le savez, est en cours actuellement, jusqu'à je sais pas quand, et qui a permis de découvrir quelques jeux que je qualifierais de pas piquer des hannetons. Voilà. La Gamescom, on va commencer par un petit jeu qui a l'air assez sensationnel. Mais j'ai peur que ça soit un jeu gimmick, mais bon, vous allez me dire ce que vous en pensez. Good morning, Commander. The cooperative state has honored me Ça a with l'air the incroyable. supervision of your well-being. Get you back up to speed before our lives are on the line. Glad to see you've not lost your touch. La DA est folle. J'ai envie de me faire le contrôleur. Multiple separatist vessels approach. They wish to eliminate this facility. Destroy them before they do. The days fly by when you love what you do. Planeten Verteidigungskanonen-Kommandant PVKK, un simulateur de canon planétaire. Rien que déjà, tu me dis ça, tu m'as vendu le jeu. Concrètement, je dis oui. Je dis oui. Voilà, donc vous êtes en charge de la surveillance et de l'utilisation d'un canon planétaire pour défendre la planète des invasions aliens. Et évidemment, alors il y a un petit vernis délicieusement suranné, très Fallout un peu dans l'esprit, tout ça. Très ambiance également bunker dans la saison 2 de Lost, si vous avez la ref. Et évidemment, ils pouvaient pas juste, je pense, se contenter de ce truc-là. Il a fallu qu'à un moment donné, ils rajoutent une couche de scénario. Et donc, évidemment, il va y avoir
toute une couche de suis-je vraiment le seul et suis-je vraiment au service de ce que l'on me dit que je suis censé servir? Est-ce que finalement ça serait pas moi le méchant? Oh là là, voilà. Bon, ouais. Toujours les trucs un peu, enfin, tel que c'est parti, c'est-à-dire des échanges uniquement via des vidéos du commandement là. Ça me faisait penser à Oblivion. Je sais pas si vous avez vu Oblivion de Tom Cruise, enfin de Tom Cruise. Chaque fois qu'il y a Tom Cruise dans un film, on dit que le film il est de lui. Oblivion avec Tom Cruise, mais pas que. Où en fait, voilà, c'est pareil, c'est un gars qui est sur une planète, il est chargé de la maintenance, et puis la curiosité naturelle de la nature humaine lui fait prendre conscience que bah, peut-être que ses patrons sont pas ils disent être, et que lui ne fait pas ce qu'on lui dit qu'il est en train de faire. Voilà. Euh, Et donc, voilà, tu sens qu'il va y avoir un truc du style tout ceci n'était qu'un rêve, ou ah, on était les méchants depuis le départ. Bon. Mais en tout cas, très curieux de voir ce que va donner ce jeu. Et effectivement, les gens m'ont pas mal mentionné sur internet. Bon, j'ai dû avoir 2 mentions, hein, globalement. Bah, c'est sur Blue Sky en même temps. Parce que, effectivement, il y a, à la Gamescom, il y avait un stand avec le contrôleur. Regardez-moi ce merdier. Ah, moi j'achète. Hein. Alors le contrôleur là, on sent il est totalement homemade. Mais franchement, ça me rappelle les plus belles heures de Steel Battalion. Vous vous rappelez de Steel Battalion sur Xbox? Le jeu qui était sorti avec donc un jeu de mecha qui était sorti avec un contrôleur qui fera date dans l'histoire des contrôleurs de jeux vidéo. Hein. Bah, c'est un rêve. Waouh! C'est un rêve à réaliser. C'est un rêve à réaliser quand on voit le contrôleur de Steel Battalion, 2 sticks, un levier de vitesse, une tétrachier de boutons pour reprendre les mots de Pipo Mantis. Pipo Mantis qui à l'époque avait sorti le meilleur test du jeu hein, sur le site pour lequel il participait, le site Gaming Sins avec Quix. Mon ami Quix, que je salue bien bas parce que il a complètement disparu des internets depuis qu'il est allé sur Mastodon, le pauvre. Pipo Mantis avait fait un test bourré de ce jeu et avait parlé de ce truc-là. Et alors, quand on regarde hein, ce contrôleur, on peut larguer les réservoirs, il y a la vision de nuit, il y a les essuie-glaces, l'extincteur, les paillettes pour tromper les missiles ennemis, voilà, le multi-monitoring, on peut ouvrir, fermer, on peut zoomer, et il y a un bouton d'éjection que vous ne voyez pas, puisqu'il est complètement, merde, complètement sur la droite, mais qui est là. Et moi je dis oui à ce genre de contrôleur. Je dis oui. C'était pas suppression de sauvegarde si tu mourais. Non, il y avait pas suppression de sauvegarde si tu mourais. Par contre, si tu clamsais, quand tu revenais, t'avais un méca de merde. Avec, et je cite Pipo Mantis dans le texte, avec un méca avec un écran noir et blanc tout pourri du cul. Voilà, donc si tu perdais, tu recommençais à 0 avec un méca de merde, quoi. Voilà. Et je dois vous dire que, étant fervent défenseur des salles d'arcade d'antan, qui nous permettaient de vivre des expériences, virgule. Je sais pas comment verbaliser ce truc-là. En gros, j'ai envie d'avoir le jeu doudou pour lequel tu as les contrôleurs qui sont faits sur mesure pour le jeu et avec une rejouabilité infinie. Et en fait, tu y retournes, tu vois, et tu te dis, voilà, j'ai acheté ce truc-là, c'est un investissement, je le lèguerai à mes héritiers, mes héritières. J'ai envie d'avoir ça, j'ai envie d'avoir un jeu. C'est pour ça peut-être que je joue avec des simulateurs de vol, parce que je me dis, voilà, le simulateur, il est là, il bougera pas. Et le problème d'un jeu comme Steel Battalion, bah, en fait, c'est ça, c'est que bah, le contrôleur, il est présent, mais le jeu, lui, il a peut-être pas une rejouabilité folle, quoi. Qui n'a jamais rêvé de grimper dans un R360 et d'y vomir? Alors moi, j'ai jamais rêvé, perso, de jouer dans le R360. Donc le R360, c'était une borne d'arcade de Sega
qui, comme son nom l'indique, te foutait dans une boule, hein, une sphère, qui bougeait sur tous les axes, et te proposait de jouer à G-Lock, qui est un genre d'afterburner sous stéroïde. En justement, à chaque mouvement du manche, tu faisais un salto et tout. Bon, bah, le problème du R360, c'est que la partie coûtait 25 francs. Hein, à l'époque, quand un crédit en salle d'arcade, c'était 5 balles. Hein. Donc vous imaginez bien que quand tes crédits étaient limités, t'allais pas claquer 25 balles pour jouer 3 minutes sur un truc comme ça. Mais il y en avait un R360 à la salle La Tête dans les Nuages, les salles d'arcade de Sega à l'époque, telle qu'était Boulevard des Italiens là. Et c'était quand même le banger. C'était le banger. Mais en tout cas, voilà. J'ai envie de retrouver un peu. Je me rends compte de ça en fait, en voyant le contrôleur de PVKK. Le jeu en lui-même m'intéressait. Quand j'ai vu le contrôleur, j'ai dit, mais c'est génial ce qu'ils ont fait, les gars. Franchement, meilleur coup de com'. T'arrives avec un contrôleur qui prend 3 mètres cubes et tout. C'est quand même un formidable moment pour être vivant, comme on dit. Alors, en parallèle à ce jeu, donc, PVKK, la Gamescom nous a également proposé Elite Dangerous a sorti sa nouvelle update, Vanguard. In the beginning, it was just me, blazing my own trail in this cutthroat galaxy. Passé par la Gamescom, si je ne But m'abuse. I wanted more. And I knew I couldn't get there alone. Petit Python nouvelle génération. So I La mise à decided jour to build Vanguard something bigger. qui To forge permet something I could de never pull off on my own. And it would revoir all de fond start en with a comble team. le fonctionnement des guildes dans le jeu. So I got to work. Piece by piece, the squadron started to take shape. I gathered the best, the elite. Together we'd make a new path. We weren't just a ragtag group. We were organized. Everybody had their part to play. But it wasn't just about the people. All great crews need a base of Le operations. fleet carrière des squadrons, ça c'est le nouvel ajout. Donc un vaisseau qui permet de porter vos vaisseaux, donc un genre de station spatiale mobile. Banking our wealth, sharing our resources. La possibilité de partager ses ressources, de prêter ses vaisseaux. While others chased glory, we ran missions. Every move feeding the machine. Every roll, Le every type 8. run, every risk. It all counted. Because out here we were stronger together. As a squadron, we made something bigger than any one commander could achieve alone. We created a legacy. Elite Dangerous Vanguards, la nouvelle update gratuite pour Elite Dangerous. Ça fait toujours plaisir de voir que ce jeu est encore vivant. 10 ans après sa sortie, 11 ans en vrai après sa sortie. Franchement très très chouette. Donc voilà, une refonte totale du système de squadrons, donc les guildes du jeu, avec la possibilité effectivement d'avoir une base d'opération commune. Ça coûte 25 milliards quand même, hein, donc il faut la financer. D'avoir un coffre-fort dans lequel on peut échanger en fait les matériaux, des objets, des commodités et des vaisseaux et de l'oseille a priori. Donc quelque chose qui devrait rendre le farming des ingénieurs beaucoup plus simple. Hein, les ingénieurs dans Elite, c'est un truc qui à la fois a fait du jeu un grand jeu et en même temps a signé son arrêt de mort. C'est-à-dire que disséminés dans la galaxie, vous avez des contacts. Donc certains sont dans des bases, dans des astéroïdes, certains sont à la surface de planètes, etc. Machin. Ces contacts sont des ingénieurs qui vous proposent en fait, avec une petite RNG, de pimper vos modules dans votre vaisseau. Pour avoir par exemple, je sais pas moi, des canons qui tirent plus fort, un bouclier qui protège plus, un moteur qui vole plus, qui permet d'aller plus loin. Et en fait, pour débloquer les améliorations, les upgrades, ils vous demandent des matériaux qu'il faut récolter. Voilà. Parfois, c'était vraiment littéralement chercher une aiguille dans une meule de foin. Et une fois que vous aviez trouvé l'aiguille en question, vous retourniez voir l'ingénieur, vous faisiez tourner la machine, hein, c'est la roue de la fortune quoi, et la RNG vous filait une upgrade de module pas ouf, voilà.
et vous criez, voilà, un cri généralement un cri de bête, hein. Et puis ensuite, vous désinstalliez Elite et vous y retouchiez pas pendant 9 mois à peu près, voilà. Donc bon ça, la gestion des ingénieurs, ils l'ont complètement refondu aussi, ils ont rendu le truc beaucoup moins relou en termes de grind, mais du coup avec la possibilité de se filer des éléments, des matériaux, il est possible aussi d'accélérer le process en se filant des coups de main au sein d'un squadron, et c'est quand même une super nouvelle. Et alors je disais, c'est à la fois la signature d'un grand jeu, mais également le début de la fin, c'est que du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec les ingénieurs? Eh bien, évidemment, il y a plein de gens mal intentionnés qui se sont empressés de grinder les ingénieurs pour faire des vaisseaux complètement imba. C'est-à-dire que vous voulez croiser avec un vaisseau non ingénieré et en 2 coups de canon, ils vous détruisent, quoi, en gros. Hein. Alors que normalement, un combat dans Elite, c'est un peu comme le dogfight dans DCS au canon là qu'on a vu hier, non, avant-hier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tournoiements, de je te tire dessus, machin, ah je m'échappe, non tu ne m'échapperas pas, reviens et tout. Bon, les mecs ils arrivent, un coup de canon, tes boucliers fondent, un deuxième coup de canon, c'est ta coque qui fond, et c'est terminé, merci, au revoir. Du coup, ça a signé la mort du jeu en open, parce qu'en fait, bah, plus personne ne joue en open, en vrai, dans Elite. Parce que justement, le risque de se faire one ou two shot est beaucoup trop grand, et que parfois, avec la cargaison que tu as et le coût que t'a coûté ton vaisseau, bah t'as pas envie en fait de perdre 250 millions sur une mort stupide. Voilà, la mise à jour des squadrons est disponible dans Elite. Je me permets de partager quand même le Discord des Elitos. Voilà, il y a un squadron dans ce Discord, il y a Timoul ici dans le chat qui a colonisé un système et qui a besoin d'un coup de main. Donc voilà, allez voir dans le Discord, dans les channels Elite, on discute ce qu'il faut faire. Et profitez-en pour rejoindre le squadron. Même si vous jouez solo, normalement, vous participez à l'effort, donc ça fait toujours plaisir. Autre jeu qui a défrayé la chronique, évidemment. Alors, à titre personnel, j'en ai rien à foutre. Mais le journalisme, c'est aussi parler des trucs dont on n'a rien à foutre. On se regarde le trailer. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Hollow Knight, Silksong. Et là... Quoi? Le métro 4 septembre? Est-ce que c'est parce que c'est un Metroidvania? Et que métro 4 septembre c'est une station? En plus c'est pas un Metroidvania, c'est un roguelite. Alors, déjà, premier point. Bravo. Bravo à la Team Cherry, je pense que Hollow Knight c'était un des jeux les plus attendus de l'univers avec GTA 6 et Cyberpunk. Bravo, le jeu sortira donc dans une douzaine de jours et ça fait très plaisir. Deuxième point, je me rends compte que toute ma vie j'ai l'impression d'avoir confondu Hollow Knight et Shovel Knight, apparemment c'est pas la même chose. Troisième point, je vois un roguelike, j'aime beaucoup Dead Cells, je vois pas trop l'intérêt de jouer à ce truc là mais j'imagine qu'il y en a un. Quatrième point, j'avais quand même l'impression de voir Ori, mais sans les assets 3D. Voilà. Après, on va me dire, oui, mais Ori a complètement pompé sur Hollow Knight, certainement à raison d'ailleurs. À vrai dire, je n'en ai rien à foutre.
Ah, c'est pas un roguelike, c'est un Metroidvania. D'accord, bon bah voilà, Métro 4 septembre, ça marche alors. Bravo, ça veut dire qu'Internet perd un de ses gimmicks, hein. When's Silk Song, voilà. Il manquera plus que Half-Life 3, et Ori est sorti avant en plus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça a l'air velu, hein. La difficulté a l'air velue. Je sais qu'il y a des clients de ce genre de jeu, hein. Je sais que tous les gros streamers de ce pays, bien sûr, vont s'en donner à cœur joie sur ce jeu. Hein, les gens qui jouent à Isaac, voilà, j'imagine qu'ils vont jouer à Silksong. Écoutez, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Mais effectivement, moi, à titre personnel, j'en avais pas grand-chose à foutre. Voilà. Et on va terminer ce tour d'horizon de la Gamescom par The Verge et plein d'autres journalos ont enfin pu mettre la main sur la Xbox. Alors attendez, la ROG Xbox Elite X, le nom commercial le plus explosé au sol pour une machine de jeu, la ROG Xbox Elite X, qu'on va appeler la Xbox Elite, hein, globalement. Donc les journalistes ont pu mettre, alors je parle de The Verge, mais par exemple Otaksu, un bon gars qui fait des bonnes vidéos sur le hardware, sur la tech, a pu la tester puisqu'elle était, il y avait un stand indisponible à la Gamescom. Et les gens ont surtout enfin pu mettre la main sur la surcouche Xbox, qui est supposée masquer Windows. Si tu fais un reel en chiant sur Silksong, les stats vont exploser. Ah, il faut que j'en parle au département gros hacking de cette chaîne. Mais ouais, non, franchement, j'ai pas envie de chier sur Silksong parce que je pense que Hollow Knight, globalement, c'est un bon jeu. Hein. Y a pas... Enfin, le succès est largement mérité, l'attente aussi, donc non, je vais pas chier sur le jeu. C'est juste qu'effectivement, à titre personnel, je m'en bats les couilles. Mais je suis pas en train de dire que le jeu est mauvais. Alors que les gens qui utilisent des mods, eux, bref. Alors, ce que dit The Verge sur cette surcouche, eh bien, c'est que... Alors déjà, le journaliste, il dit, premier truc que j'ai fait, j'ai rebooté la console. Juste pour voir à quel moment Windows dégageait pour faire la place. Et en fait, ce que le journaliste explique, c'est que en rebootant la console, clairement, très rapidement, en fait, l'application Xbox, qui est une variante de l'application Xbox qu'on a sur PC, prend le pas, c'est-à-dire que le Shell Explorer n'est pas lancé dans Windows. Ce qui veut dire que dès le départ, vous avez quand même 2 Go de RAM qui sont économisés sur une console. Alors, la Xbox Live, je crois qu'elle a 24 Go de RAM ou un truc comme ça. C'est un truc un peu bâtard. Mais par exemple, la Z1 Extreme, celle-ci, elle en a que 16. Moi, si tu me permets d'économiser 2 Go là-dedans, je suis client. Hein. Ensuite, ce que le gars disait, c'est que clairement, c'est pas encore tout à fait au point. Ce que le gars disait, c'est que ça reste quand même un petit peu junky. Si jamais tu quittais cette surcouche pour retourner sur Windows, là du coup Windows lançait l'Explorer.exe, donc le shell avec le bureau qu'on connaît, etc. Et que le seul moyen de récupérer tes 2 Go de RAM, du coup, c'était de rebooter la console, puisque une fois que le shell est lancé, tu peux pas le délancer. Voilà. Alors, problème, pour moi, le truc le plus important qui aurait été bon de tester quand même, c'est le mode hibernation, parce qu'on rappelle que la principale différence entre ces appareils et des consoles, alors la différence positive, c'est que c'est un vrai PC dans la machine, donc vous pouvez faire du jeu, mais pas que, et ça c'est quand même chouette. Et puis vous pouvez jouer surtout à tous les jeux qui sont sortis sur PC depuis 1851 à peu près. Le problème, le souci qu'on peut avoir, c'est que il n'y a pas d'hibernation au sens strict, l'hibernation de Windows, mais on sait que l'hibernation de Windows avec les fuites mémoire et tout, c'est jamais un bon truc. Alors que l'intérêt d'une console nomade, hein, c'est vous êtes en train de jouer, oh là là, on sonne à la porte, vous éteignez la console, vous allez ouvrir, vous rallumez la console, vous reprenez votre partie. Vous l'éteignez, vous la foutez dans votre sac, vous prenez le métro, vous sortez 2 heures plus tard, vous allumez la console, vous reprenez votre partie exactement là où vous l'aviez laissé, alors qu'entre-temps, vous avez changé 52 fois de réseau Wi-Fi, voire de pas de réseau du tout, voilà. Bon, l'hibernation Windows, ça fonctionne bien tant que la machine reste globalement là où elle était quand vous l'avez mis à hiberner. C'est ça qu'il faut retenir. Windows qui sort d'hibernation, il est là, c'est comme vous quand vous vous réveillez et que vous savez plus où vous êtes pendant la nuit là. Oh, je suis, voilà. Si jamais Windows dit tiens, j'ai l'impression que c'est plus le même réseau Wi-Fi entre le moment où je suis allé faire dodo et le moment où on me réveille, c'est mort pour vous, votre jeu va planter, bref c'est la merde. Et le problème,
c'est que personne n'a testé ce truc-là, en fait. En tout cas, le gars de The Verge, j'ai dit, j'ai pas eu le temps de le tester, voilà. C'est dommage. C'est un petit peu dommage, mais en tout cas, voilà, ce qui se dessine, c'est que c'est un petit peu plus qu'une surcouche, mais c'est vrai que sur la façon dont il a décrit les fonctionnalités, très sincèrement, très très sincèrement, moi avec Armory Crate, le truc de Asus, là, la surcouche d'Asus qui prend le pas dès que tu allumes la console, en vrai, si Armory Crate pouvait faire en sorte de décharger l'Explorer.exe, on aurait strictement la même expérience. Parce que vraiment, depuis 2023, les surcouches, notamment sur la roguelike, elles ont quand même bien évolué. Et très sincèrement, moi, la personne qui me dit Armory Crate marche mal chez moi, je comprends pas. Sur roguelike, hein. Je parle pas d'Armory Crate sur PC. Pourtant, c'est Xbox qui a fait le Quick Resume. Et oui, et c'est là toute l'ironie du truc. C'est que c'est Xbox qui a lancé le Quick Resume en étant les premiers à mettre un NVMe dans sa machine de jeu. Et pourtant, le Quick Resume n'existe pas sur les machines Windows. Or, comme il s'avère que, enfin, Microsoft, entre deux soutiens à l'armée israélienne, s'est rendu compte quand même que, mais putain, on n'aurait pas une division gaming et une division software, et on pourrait peut-être pas faire fusionner les deux, histoire de faire du gaming avec le software qu'on utilise par ailleurs sur des ordinateurs. Ça serait pas une bonne idée. Bon, bah, ils ont enfin réussi à le faire, ou en tout cas à penser à le faire. Donc, le mec de The Verge termine l'article en disant que, évidemment, que c'est un aperçu de ce qu'il y aura dans la future Xbox, flagship, console de salon. Moi, ce que je me disais, c'est qu'il n'y aurait pas de future Xbox, flagship, console de salon. Je me disais que la future Xbox serait une machine hybride comme la Switch, mais les gens disent, bah non, c'est celle-là, là, c'est la Xbox Eli, la Xbox hybride, et il y aura une machine de salon. Je vois pas pourquoi en Big 2027, tu devrais sortir une machine de salon, mais bon, bref. En tout cas, ce qu'ils expliquent, voilà, c'est que Windows sera au cœur de la prochaine Xbox et que ce qu'ils ont fait là sur la Xbox Live est un pas vers le futur et ses lendemains qui chantent. Voilà. Donc une excellente nouvelle pour les joueurs, pour les joueuses avec des handheld PC, des decks comme j'aime à les appeler. Est-ce qu'on peut dire que faire deux versions de la console avec la Eli et la Eli X, c'est une idée de merde? Bah en fait, le problème c'est pas tant d'avoir en endgame la volonté de faire deux consoles différentes. Le problème, c'est d'avoir accès aux composants au moment où tu as ton idée. Et il faut bien occuper le marché. La roguelike classique, extrême, celle que j'ai, est sortie en 2023. La roguelike X a dû sortir fin 2024. Entre-temps, les mecs, ils ont eu 1 an de vie du produit sur le marché. Je pense que quand ils l'ont shippé, la première version, ils savaient très bien que la batterie de 45 Wh, ça allait pas faire le taf. 40 Wh 40 Wh, ça allait pas faire le taf. Peut-être qu'ils n'avaient pas accès à d'autres batteries à un coût satisfaisant pour pas faire exploser le coût de la machine. On rappelle que quand la roguelike est sortie, elle était à 800 balles, celle-ci. La roguelike X, quand elle est sortie avec une batterie de 80 Wh, ce qui est colossal, hein, deux fois la taille de la batterie de la roguelike normale, elle est sortie à plus de 900 €. Hein. Quand même des coûts assez significatifs. Hein. Là, justement, on parle pas de claquer 300 balles dans une console portable. Hein. Voilà. Donc non, est-ce que c'était une idée de merde? Bah évidemment, sur le long terme, on peut dire que bah oui, c'est un peu con et que, comme d'habitude, les early adopters servent de bêta-testeurs. Je l'ai fait en connaissance de cause. Moi, j'ai acheté cette machine pour montrer que c'est quelque chose que les joueurs PC notamment attendaient depuis longtemps. Un PC ultra portable au format console de jeu. C'est un truc qu'on attendait depuis super longtemps. Il y a déjà eu pas mal d'essais, notamment sur des boîtes hongkongaises. Type GPD et j'en passe. C'était vraiment pour marquer le fait que ouais, c'est ça qu'on veut, donc s'il vous plaît, continuez à développer ce marché-là. Ça a fonctionné puisque Asus a été très surpris de la réception faite à la roguelike première du nom. On rappelle hein, qu'ils avaient sorti cette machine en 2 versions déjà. La roguelike avec un Z1 normal et la roguelike avec un Z1 extrême. La roguelike avec un Z1 normal, faut pas l'acheter, autant prendre un Steam Deck. Voilà. Par contre, la roguelike avec le Z1 extrême est aujourd'hui encore une très bonne machine, à condition effectivement que vous ayez accès à des outils pour pouvoir modder la batterie. Je parle pas de changer, rajouter de la RAM, parce que là on part vraiment sur des upgrades de fou furieux. Mais en tout cas, le mode batterie fonctionne bien. Voilà, moi je l'ai fait, je suis passé de 40 à 65 Wh,
Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube hein, qui en un quart d'heure vous montre tout le process. Franchement, je ne regrette rien. Mais par contre, voilà, je suis obligé de reconnaître que bah, on peut détester les surcouches, on peut détester Windows. En vrai, en tout cas sur la ROG, donc sur les machines de Asus, la surcouche Armoury Crate, très sincèrement, elle fait carrément le taf. Elle fait carrément le taf, c'est un launcher, multi-launcher, tu peux tout mettre dedans, ça marche bien. C'est suffisamment bien implanté dans l'OS pour prendre la main sur pas mal de settings, etc. Le seul problème, effectivement, c'est que quand il se lance, Windows lance quand même le shell Explorer.exe. Bon bah voilà, on peut pas tout avoir dans la vie. Mais on a quand même vachement évolué depuis juin 2023, je vous le dis, hein, moi la machine je l'ai, je m'en sers, et je trouve que Armoury Crate, vraiment pour le coup, sait se faire oublier. Voilà. Jamais j'achète ça, Windows est un système fermé, je supporte pas, 99% des jeux tournent sur Linux, pas 99%, hein, frérot. On est plus sur un gros 70, mais pas un 99, hein. En tout cas, nativement. Après, oui, tu vas tourner avec de la virtualisation et des machins comme ça, mais natif Linux, Proton est là, Valve a fait beaucoup d'efforts, oui, mais tout le catalogue de Steam n'est pas encore compatible Linux, et alors le catalogue hors Steam, on n'en parle même pas. Rappelez-vous du petit logo Windows CE sur la Dreamcast, ça n'a pas fait date. Ouais, c'est vrai, mais il était cool, hein, l'OS de la Dreamcast, je le trouvais mignon. Bon, en même temps, à part régler l'heure et lancer des jeux, tu faisais pas grand-chose, hein, mais... Il y a un catalogue hors Steam. Ah bah oui. Ah bah bien sûr, il y a un catalogue hors... Tous les jeux PC ne sont pas disponibles sur Steam, mes bons amis. Falcon BMS, il est pas sur Steam, hein. Eh oui. Il y a des jeux dont les launchers ont été dégagés de Steam. À un moment donné, je crois que c'était le launcher de Elite Dangerous. Il était plus sur Steam, parce que c'était la merde. Après, il a dû revenir. Pareil pour le launcher de DCS World. Il était plus sur Steam. Ou alors, quand t'avais la version Steam, tu avais pas les upgrades que t'avais acheté par ailleurs avec le standalone. Star Citizen n'est pas sur Steam. Star Citizen n'est pas sorti. Mais le launcher Star Citizen n'est pas sur Steam. Si je suis sur PC, c'est précisément pour pouvoir faire ce que je veux. Et c'est pour ça que j'essaye. Je suis déjà avec un fil à la patte auprès de Microsoft parce que c'est Windows que j'utilise. Si je peux éviter de me mettre un deuxième fil à la patte avec une seule boutique de jeux, en l'occurrence Steam, aussi profond que soit son catalogue, bah voilà, tant qu'à faire. Hein. En tout cas, une chose est certaine, il y a une clientèle pour ce genre de bécane. Et aujourd'hui, utiliser une machine comme ça, c'est plus faire un saut, le saut de la foi dans Indiana Jones, hein, vraiment se jeter dans le vide. On a la technologie qui est suffisamment mature désormais pour nous permettre une expérience assez cool. Voilà. Donc après, c'est à la marge. Hein. Quelle surcouche vous préférez, en gros, hein, globalement. C'était les news du hardware. Ah non, une autre news hardware, bien sûr, que j'ai vu passer. Alors évidemment, tout le monde va leur taper sur la gueule. Miskin, comme on dit dans le jargon. Sony a monté les prix de sa PlayStation 5 aux États-Unis. Tous les modèles prennent plus 50 balles. Donc le digital qui était à 450 $ passe à 500, le standard qui était à 500 passe à 550 et la Pro qui était à 700 passe à 750 $. Alors évidemment, c'est des prix en dollars. Vous vous doutez bien que le prix en euros français, on est au-dessus, hein, voilà. Mais comme d'habitude, les prix US ne prennent pas en compte la TVA, le shipping, blablabla. Bla. Bref, on rappelle qu'aux États-Unis, vous mangez une sales tax au moment où vous passez à la caisse. Donc le prix affiché en magasin n'est pas le prix que vous avez quand vous payez le produit. Voilà, donc la décision a été difficile, la décision est multifactorielle. La principale décision avancée, c'est que les tarifs douaniers de Trump ont un effet sur les marges, forcément, et que du coup l'importation des consoles coûte un petit peu plus cher et que faut bien vivre, ma bonne dame. Et effectivement, tout le monde a commencé à fracasser Sony. Ouais, Sony, les premiers à avoir monté les prix à 80 balles. Sony, salaud, Sony fumier. La console PS5 Pro coûte quasiment le prix d'un PC, mais c'est dégueulasse. Et bonjour et merci à Le Bold Histoire pour le raid. Bonjour et bienvenue. Nous sommes dans le petit déjeuner. Nous sommes en train de simplement... Oh! Mais c'est la fête du slip ou quoi dans les raids? Merci donc le bol d'histoire pour le raid. Merci également à Citron Violet pour le raid. Merci beaucoup, bienvenue. Nous sommes donc en train de faire une petite revue
d'actu. Voilà. Pas piqué des hannetons, c'est le petit déjeuner du vendredi matin. Voilà. On a parlé de la Gamescom. On a parlé de la Gamescom, on a parlé, là on était sur les news hardware, et donc ce qu'on disait c'est que Sony, malheureusement Sony, se voit dans l'obligation, hein, vraiment. Ah, ça les fait chier, mais ils ont pas le choix. Ah, mais vraiment, ça nous coûte. Donc Sony se voit dans l'obligation d'augmenter les prix de la PlayStation 5. Et alors, ce que je disais, c'est que oui, on a tendance à tabasser Sony dès qu'on peut. Et moi, je me prive pas pour le faire, hein, quand même. Ils ont aussi des responsabilités sur pas mal de trucs, mais c'est pas les seuls. C'est pas les seuls à avoir monté les prix de leur machine. Nintendo l'a fait avec la Switch. Microsoft l'a fait avec la Xbox Series X. Alors que ça se vend pas. Et les mecs, un truc se vend pas, ils se disent ah, montons les prix. Bon bah oui, bah c'est sûr, c'est la bonne solution. Donc voilà. Après, il est pas impossible que, en plus de ça, Sony soit également un petit peu dans un marasme financier. Je ne sais pas trop. Sony a connu de meilleurs jours, hein, clairement. Voilà. Donc oui, Sony fumier, mais pas que. Est-ce que c'était la seule news hardware? Eh bien, non, on en a une autre. Pour finir, parce que la Gamescom, c'est du jeu vidéo, mais c'est aussi un petit peu de hardware. Hein, on a, voilà, au niveau des annonces, what the fuck, what the hell, Asus qui annonce de nouveaux moniteurs. C'est pas les seuls, hein. MSI a présenté des nouveaux moniteurs aussi, avec une double technologie OLED. Donc ça, clairement, le moniteur OLED, ça va devenir le nouveau standard et je m'en réjouis. J'en ai un actuellement sous les yeux et je peux vous dire que c'est game changer, surtout quand on est habitué à passer pas mal de temps sur son PC. Les prix commencent à être délicieux, hein, voilà. Bon là, évidemment, à mon avis, on va pas s'acheminer vers des prix proches du peuple. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a une nouvelle techno qui est la dual résolution. Je sais que MSI a sorti ce truc-là aussi. C'est-à-dire que c'est des moniteurs qui permettent de changer de résolution en fonction de la fréquence de rafraîchissement souhaitée. Donc là, les moniteurs de Asus, là notamment, ils vous proposent 540 Hz de fréquence de rafraîchissement en QHD. Et si vous voulez du 720 Hz, ça marche aussi, mais vous passez en HD. Voilà. Je trouve que c'est cool comme truc. Alors, soyons honnêtes, 45 secondes sur 2 heures de live, c'est quand même pas trop demandé. Quel est le putain d'intérêt? Je parle même pas du 700 Hz, les gars. Hein. Mais déjà 540 putain de Hz. 540 FPS. Pourquoi faire? Comment? Pourquoi? Je ne sais guère. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc là, Asus, c'est du 540 Hz en QHD, 700 Hz en HD. Moi, à titre personnel, l'écran que j'ai sous les yeux, c'est du 165 Hz. Et les 3 quarts du temps, je joue avec la V-Sync activée à 60 Hz loqué. Hein. Donc bon, voilà. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jeux sur beaucoup de configs qui tournent à 540 FPS. Voilà. Alors, je ne nie pas qu'en compétitif, les FPS, c'est important. Hein, je le dis, bien sûr. Ce que je nie, en revanche, c'est que ton œil soit capable de faire la différence entre 240, déjà entre 165, 240, 540 et 720 Hz. À mon avis, il y a un moment où, en fait, ça n'a plus trop d'importance. Hein. Déjà, si vous êtes à 120 Hz, je pense que vous êtes au top. En fait, un framerate stable, déjà à partir de 60 Hz, en stable, en fait, ça suffit, hein. Je pense que c'est pas forcément la peine d'aller dans la surenchère. Et alors, là, on parle de Asus. Il y a pire que, hein. MSI, et pourtant l'écran que j'utilise là actuellement est un MSI. MSI, donc sur leur gamme MPG, justement. Donc la gamme gamer. En gros, MSI, ils ont sorti un nouveau moniteur, eux aussi. Je crois que c'est celui-ci, là. Ouais. Le MPG 271 QRQD OLED X50. Bon, alors,
Déjà, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça sera pas possible d'avoir des références d'écran qui donnent pas l'impression de lire la notice d'un médicament générique. Mais bon, admettons, c'est l'évolution de l'écran que j'ai sous les yeux. C'est-à-dire que moi, le mien, bon, c'est un 32 pouces. Mais c'est aussi un MPG 321Q mes couilles là. C'est exactement la même chose, sauf que je constate un truc qui protrude en bas. Et surtout, je constate une icône qui, moi, me glace le sang. L'icône AI. Ça me glace le sang et je suis authentiquement intéressé par ce merdier. Alors qu'est-ce que ça fait? Eh bien concrètement, hein, tous les observateurs hein, de ce marché de l'écran de gaming s'accordent pour dire que désormais vous allez avoir de l'intelligence artificielle à tous les étages dans vos écrans, pour le meilleur et pour le pire. Voilà, donc là évidemment dans la bento box de MSI, on voit Real Time Human Detection. Ok, donc ça c'est dans le cadre du OLED Care 3.0. Moi sur ma machine je crois que j'ai le OLED Care 2.0 qui déjà fait tout un tas de trucs uniquement basé sur des timers. C'est-à-dire que mon écran là par exemple à l'issue de ce stream, au bout de X heures d'utilisation, en fait il va rafraîchir, il va faire tourner tout plein de process pour prendre soin de la dalle OLED puisque vous le savez, la principale caractéristique de l'OLED, en plus des contrastes infinis puisque un pixel noir sur un écran OLED est un pixel éteint, contrairement à un écran LCD où le pixel noir est quand même allumé, donc il est gris et donc forcément c'est dégueulasse. Bah, l'autre caractéristique, c'est que les écrans OLED sont fragiles, et notamment très sujets au burn-in, c'est-à-dire au fait que, à force d'afficher toujours la même image, au hasard par exemple, un bureau Windows avec une barre des tâches toujours au même endroit, au bout d'un moment la barre des tâches finit par apparaître en surimpression parce qu'elle aura marqué les pixels, elle aura brûlé les pixels. Donc il y a plein de trucs maintenant, alors les technos qui... Donc ça change pas. C'est le principe de l'OLED, c'est comme ça bougera pas. Ce qui va permettre, ce qui va évoluer par contre, c'est le fait que la technologie permette de prendre en compte cette fragilité et de faire en sorte d'épargner les écrans. Et chez MSI, ça s'appelle le OLED Care, et ça marche plutôt pas mal. Il fait tout seul, il vous pose pas la question, voilà, quand vous l'éteignez, là, après le stream, là, quand je vais éteindre mon PC, il y a des chances pour qu'il dise, tiens, bah, je vais en profiter pour faire un petit passage au car wash, hein. En gros, c'est ça, donc il fait tourner plein de trucs, il décale des machins, il rafraîchit suffisamment de fois l'écran. Visiblement, l'OLED Care 3.0, c'est tout ça, avec en plus une détection du fait qu'il y a un être humain devant. Intéressant. Je vois aussi les AI Navigator, j'ai même pas envie de savoir ce que ça fait. Est-ce qu'au moins il y a des... Bah non, évidemment, vous vous doutez bien qu'il y a zéro explication. Extreme refresh rate, hein, bien sûr, donc pas de ghosting, bah ouais, tu m'étonnes. 500 Hz, voilà. AI Care Sensor. Alors, ça utilise un capteur CMOS, donc d'appareil photo. Ça identifie la présence d'un humain pour éviter toute fausse détection et désactivation de l'écran inattendue. Alors, ce qui aurait pu être bien, c'est que ce capteur sous l'écran soit aussi une webcam, voire, et là je sais que je m'adresse à la niche de la niche, mais pourquoi pas, un head tracker. Alors là, vous avez vu, la détection par intelligence artificielle, elle détecte bien la peluche versus le visage de l'homme. Voilà. Alors, 100% de chance que ce truc-là ait été développé par des gens à Taïwan, avec un set limité de testeurs, 100% de chance pour que, en fonction de la couleur de ta peau, le truc te détecte pas. Je veux dire, ça serait pas la première fois que les Chinois nous font des trucs comme ça. Pour nous autres, les gens avec un taux de mélanine supérieur à la moyenne. Voilà. Assombrissement adaptatif, ok. Auto brightness, bon bref. En gros, il y a un capteur de luminosité en bas de l'écran qui permet de faire sur votre moniteur ce que votre téléphone ou votre tablette fait depuis à peu près toujours. Voilà. Il était temps qu'on y arrive. Quel dommage qu'on soit obligé d'appeler ça intelligence artificielle. Maintenant qu'on a des dalles avec une résolution acceptable, une technologie d'écran qui se démocratise, une fréquence de rafraîchissement qui pète le score, bon, bah ce qui va faire la diff désormais, c'est l'intelligence artificielle. On va vous en foutre partout, tout le temps, y compris sur des process aussi con que mon écran s'éteint au bout d'un moment, voilà, même si c'est toujours le même timer de Windows qui drive le truc, on va vous expliquer qu'en fait, c'est de l'intelligence artificielle. C'est comme ça, c'est l'époque dans laquelle on vit. Voilà pour le tour d'horizon de l'actu jeux vidéo avec la Gamescom et un peu de tech. Sur la partie actu pure, il y a deux sujets qui évidemment ont fait parler d'eux cette semaine. Le premier sujet, c'était Luc Julia, l'inventeur de Siri. Hein. Voilà, enfin en tout cas, c'est comme ça qu'il se présente.
et où il semblerait que finalement, quand on creuse un peu le sujet, on se rend compte qu'il a pas tant inventé Siri que ça. Je vous invite à aller lire l'article paru sur Next Inc. Article écrit par Mathilde Saliou, que vous avez déjà pu croiser dans l'émission Option Tech de l'âme, puisqu'elle a été invitée 2 fois, je crois. Voilà, donc Luc Julia, français, donc évidemment, la presse française adore avoir des gens qui ont fait leur trou dans la Silicon Valley, et donc comme le gars, à un moment donné, on l'a présenté comme le fondateur de Siri. Il n'a pas spécialement dit non, voilà. Mais en fait, est-ce vrai? Eh bien voilà, l'article de Next Inc. Fait le point sur qui a dit quoi, à qui, comment, voilà. Ce qu'il en ressort, c'est que oui, Luc Julia a travaillé sur le truc, mais qu'il était clairement pas à l'origine, hein, qu'il était clairement pas à la fondation du bordel, et que son rôle était peut-être pas aussi prépondérant même dans la vie du truc que ce qu'on veut bien en dire. Il y a la grosse vidéo de Monsieur Phi de 1 heure sur le sujet. Bah voilà, vous pouvez aussi aller voir la vidéo de Monsieur Phi. Voilà. Et puis l'autre news, évidemment, et là on est dans quelque chose d'un peu plus glauque. Malheureusement, c'est la mort de Jean Portmanov, donc le streamer qui streamait sur Kik. Mediapart, évidemment, suit l'affaire de très près. On rappelle que c'est Mediapart qui avait sorti les premiers un article sur ce qui se passait sur Kik. Kik qui est, on le rappelle, un équivalent de Twitch, mais sans la modération. Donc en gros, c'est Twitch 2016. Voilà, avec tout ce que ça sous-entend. Parce que je peux vous dire que... les chats Twitch en 2016-2017, là, quand moi je bossais avec la JVTV, là, chez Webedia, c'était quand même cancer, hein. C'était très très cancer. Twitch a réussi à faire le vide, en tout cas, et pourtant on a encore des dingueries sur Twitch, mais je veux dire par rapport à ce que c'était il y a 8-9 ans, ça a quand même bien changé. Cette plateforme-là, en fait, généralement hébergeait tous les gens qui se faisaient shooter de Twitch précisément pour des raisons de modération. Et bien, sur cette plateforme, on a donc un streamer qui est mort, alors qu'il en était à sa 298e heure de stream. Il est mort dans son sommeil, et il est resté face cam, mort pendant une quarantaine ou une cinquantaine de minutes avant que ses collègues de stream se rendent compte que il faisait un peu plus que dormir. Voilà. C'est un sujet qui, évidemment, du coup, là on est dans le scabreux, donc tous les médias, absolument tous les médias parlent de ça, et c'est bien qu'on en parle. Le seul problème, c'est que Mediapart a sorti un papier en décembre 2024. Et vous voyez Clara Chapaz, là, ministre du numérique, elle avait rien branlé, hein. La petite dame. Elle avait rien branlé en décembre 2024. Alors, à sa décharge, elle a pris ses fonctions en septembre 2024, donc on va dire qu'elle était encore dans ses cartons 2 mois plus tard. Mais il n'empêche que, quand Mediapart l'ont approché, bon, ça a été très moumou, hein, en termes de réaction et de prise de décision, à part un signalement mou à l'Arcom. Pas grand-chose n'a été fait. Voilà, on peut écouter d'ailleurs, parce que là, elle s'est fait attraper le callback, évidemment, hein, et c'est pour ça aussi qu'on aime les journalistes. Hein. Ils lui ont attrapé le callback alors qu'elle devait être certainement en train d'inaugurer un énième truc dont on se contrebranle. Allez, je dis pas. On se rend compte que la réalité, aujourd'hui, a dépassé la fiction et que quelqu'un est mort en ligne, ok, et qu'il y avait 20 000 personnes qui regardaient ce contenu. Cette réaction de la ministre du Numérique intervient après la mort du streamer Jean Portmanov, décédé Jean en Portmanov, direct le 18 août, après avoir été filmé non-stop pendant 12 jours. 12 jours pendant lesquels il a subi de nombreux coups au visage. J'ai mal à l'oreille maintenant, voilà, appelle l'hôpital. Et plusieurs tentatives d'étranglement. C'est combien ils m'ont coûté le coup, fils d'un? C'est combien ils m'ont coûté? Des violences surtout exercées par 2 autres streamers, Naruto et Safin. Le tout devant des dizaines de milliers de spectateurs prêts à payer pour ça. La ministre du Numérique, Clara Chapaz, a immédiatement dénoncé une horreur absolue et annoncé saisir l'Arcom. Mais ces violences ne sont pas nouvelles, et la ministre en avait déjà connaissance. Rembobinons. Dès décembre 2024, Mediapart révèle ce business de la maltraitance, montrant comment Jean Portmanov est maltraité pendant des mois. Tabasser à mort JP, on se fait chier, ok, c'est ça. On fait ce qu'ils veulent. Arrête de mettre compte ça le chien. Dans la foulée, la justice ouvre une enquête. À l'époque, nous avions questionné Clara Chapaz. Elle n'avait pas répondu à nos questions. Elle n'avait pas non plus jugé bon de saisir l'Arcom. Nous avons profité d'un déplacement
pour la questionner sur ce silence. Décembre 2024, donc vous n'avez pas saisi l'ARCOM, vous n'avez pas saisi Pharos, vous n'avez pas contacté Kik. Est-ce qu'à l'époque vous avez jugé que c'était pas assez grave? Est-ce que vous avez des regrets là-dessus? Est-ce qu'il y a une forme de responsabilité de votre part? Écoutez, à chaque fois que je pourrais faire avancer la régulation numérique, la protection des citoyens en ligne, je le ferai. C'est ça qui m'anime aujourd'hui. Quelle trompette, putain. Face à une enquête qui a été révélée, enfin, face à des faits qui ont été révélés par votre journal un 13 décembre. Le 16 décembre, donc 3 jours après, l'enquête était ouverte, l'ARCOM était au travail. Maintenant, voilà, Vous avez vu comment ça... il faut que ça aille le plus C'est Néo dans Matrix, là. là. Qu'on puisse déterminer la responsabilité des uns et des autres. Pourquoi ne pas avoir saisi ça évite les bastos. en tant que ministre, l'ARCOM et la plateforme Pharos? Parce qu'ils étaient déjà au travail. Mais pardon, Ils étaient déjà au travail. Parce que nous, ce qu'on sait, c'est que la LDH a saisi l'ARCOM et la LDH nous dit qu'elle n'a jamais eu de réponse de l'ARCOM. Vous nous dites aujourd'hui, l'ARCOM est au travail depuis décembre. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Je vous demanderai de vous référer au communiqué de presse de l'ARCOM, parce que je ne suis pas représentante de l'ARCOM. Pour autant, ce qu'ils ont communiqué, c'est que dès cette période, ils ont commencé leur travail. Après, est-ce que je suis satisfaite que ça prenne autant de temps le travail de l'ARCOM? Est-ce que je suis satisfaite? Elle a vraiment l'air genre outrée, hein. Regardez, mais quelle actrice incroyable. Est-ce que je suis satisfaite? Mais encore une fois, ça doit nous interroger sur la difficulté à réguler, à sécuriser cet espace numérique. Et s'il nous faut changer les règles, mettre plus de moyens, avoir des façons différentes d'aborder la question pour être plus rapide, plus efficace, il faut que tout soit regardé. C'est aujourd'hui, par exemple, l'ARCOM, c'est 23 personnes, Pharos, c'est même pas 50. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une urgence? Est-ce que vous allez réfléchir à un plan, à des moyens supplémentaires, ou est-ce qu'il faudra attendre de nouveau la mort de quelqu'un en direct pour qu'il y ait des moyens sur ce sujet? Pose les questions, Marie. Ce qu'on pourra faire pour que nous puissions aller plus loin sur protection des citoyens en ligne, nous l'explorons. Mediapart a réinterrogé l'ARCOM le jeudi 21 août pour connaître précisément la date de début de son enquête à propos de la plateforme Kik France, sans toutefois pour le moment obtenir de réponse. Toujours le 21 août, la chaîne Jean Portmanov a été réactivée sur la plateforme Kik. Voilà. Donc concrètement, comme d'habitude, dans ce beau pays qui est le nôtre, il faut attendre un drame pour prendre les mesures qui s'imposent. C'est toujours comme ça, il faut attendre qu'un gamin se fasse écraser en centre-ville pour foutre un putain de dodane, alors qu'en fait tout le monde a écrit à la mairie depuis 4000 ans pour dire attention ce carrefour est dangereux, voilà, etc. Les voitures arrivent trop vite. Bon bah là c'est pareil, le signalement il a été fait en décembre 2024 par Mediapart qui s'est penché sur le sujet en décembre 2024, mais enfin les mecs ils sont sur Kik depuis beaucoup plus longtemps que ça, hein, voilà. Évidemment, Kik a répondu. Je crois que j'ai la réponse de Kik, hein. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Hein. Quelle bande de menteurs en plus. Mais, vraiment. Kik a répondu sur X, hein, bien sûr. Et ils répondent quoi? Nous sommes profondément attristés par la disparition de Jean Portmanov et adressons nos sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à sa communauté. Tous les co-streamers ayant participé à cette diffusion en direct ont été bannis dans l'attente de l'enquête en cours. Alors je comprends pas, puisqu'a priori, la chaîne, elle est revenue. Donc ça, c'était leur message le 20 août. Hein, et le 21, la chaîne a été republiée. Bref, nous nous engageons à collaborer pleinement avec les autorités dans le cadre de ce processus. En outre, nous avons mis fin à notre collaboration avec l'ancienne agence française de réseaux sociaux et entreprenons une révision complète de notre contenu en français. Notre priorité est de protéger les créateurs et de garantir un environnement plus sûr sur Kik. Et alors là, tu dis, mais les gars, avoir un environnement toxique 3000, c'est littéralement la raison d'être de votre plateforme. Parce que Kik, avec un réseau plus sûr et de la modération, bah ça sera genre juste Twitch avec moins d'audience. Donc quel est l'intérêt en fait? Ça n'a aucun putain de sens. C'est le fondement même de leur truc. Le fait que la plateforme soit domiciliée à Malte, machin, etc. Les gars, on sait pourquoi vous êtes là, on sait ce que vous faites. Donc le problème, c'est que vous-même, vous êtes même pas foutu de le reconnaître. Oui, nous, en fait, on propose une plateforme où les individus sont tellement libres que ça peut conduire au pire. Bah voilà, dites-le. Hein, voilà, comme ça, après, on prend les mesures qui s'imposent. Mais là, franchement, leur petite danse du ventre, là, semi-compatissante, alors que c'est littéralement parce qu'ils existent que ce mec est mort. Alors après, évidemment, donc là, tout le monde monte au créneau. Tous les gens qui critiquaient, qui avaient envie de critiquer cette plateforme, mais qui avaient peur de se faire allumer, bah là, maintenant, ils y vont, parce que bah ça, c'est le principe d'Internet. Hein.
Une fois que le buffet il est ouvert, tout le monde se jette dessus et là il n'y a plus trop de problèmes. Voilà. J'ai regardé le stream hier après mon live là. Moi j'ai arrêté de live vers 2h30 et je suis allé sur Kick justement pour voir un petit peu, chose que je fais très rarement, voire jamais. Je suis allé sur Kick et j'ai pris un stream au pif et c'était un mec qui expliquait qui était en just chatting de Kick là, en face cam. Et c'était assez intéressant parce que c'est vraiment les ressorts argumentatifs de toute personne qui refusent d'entendre une autre réalité que celles qui se sont fabriquées. Et donc le mec, en gros, il faisait du react à une vidéo YouTube de je sais plus quel YouTuber, qui était évidemment très remonté sur YouTube, parce qu'on le rappelle, c'est le ton qu'il faut avoir pour percer sur cette plateforme. Si tu te contentes d'avoir un ton journalistique, il se passera rien pour toi. En revanche, si tu commences à être dans l'insulte et à traiter l'avocat de connard et la plateforme d'égout à ciel ouvert, ah bah là, d'un seul coup, bizarrement, ça va faire un petit boucan. Bref. Mais en tout cas, ce mec-là, pour le coup, parlait de Kick en des termes assez peu élogieux. Et donc, le gars de Kick, lui, faisait... le streamer faisait un react. Et à aucun moment, le mec se pose la question, juste en prenant un ou deux pas de recul, du bien fondé d'avoir bâti une communauté et un programme sur le fait de mettre des claques et d'insulter un gars. En plus, en position de vulnérabilité, d'emprise, de ce que vous voulez. Hein, voilà. À aucun moment. En fait, le gars, il a passé... Alors, je suis pas resté non plus 1 heure. Hein. J'ai regardé, peut-être 10-15 minutes. Le gars était systématiquement à relever des points de détail parce que lui connaissait l'histoire, parce que lui, clairement, connaissait le contenu et suivait les streams régulièrement. Et en fait, il passait son temps à reprendre le YouTuber sur des points de détail. Quand il disait « Ah oui, mais regardez, le jour où ils ont fait ça », mais t'es pause, il fait « Mais attendez, le jour où ils ont fait ça, évidemment que c'était du second degré, c'était de la blague, on le sait tous, il suffisait d'être là, tu vois. » Ce genre de truc, à aucun putain de moment, le mec ne remet en question. En fait, il passait son temps à dire, en gros, c'est la curée, quoi. C'est vraiment, là, maintenant, tout le monde se jette sur la bête parce que la bête est blessée et il faut y aller, quoi. À aucun moment, il remet en question le fait que mais est-ce que ce contenu de base, il est défendable, en fait? C'est ça la question qu'on pose, putain. Est-ce que ce contenu est défendable? Peu importe le fait que, bon an, mal an, à force de streamer tous les jours pendant de nombreux mois, se crée un sentiment d'appartenance à une communauté qui a ses propres codes, qui a ses propres habitudes. Évidemment que par moment, certainement, à l'image, on pouvait avoir potentiellement même de la tendresse. C'est pas impossible. Ou de la complicité, évidemment. Il n'empêche qu'au global, le contenu, c'était quand même 2 personnes qui profitent de la vulnérabilité de 2 autres personnes. 2 ou plus personnes qui profitent de la vulnérabilité de 2 autres personnes. Ils sont en plus réellement en situation de handicap. Il y en a un des 2 qui était quand même sous curatelle. Je veux dire, à un moment donné, les gars... Donc voilà, en fait, le truc, il est là. Moi, je veux bien qu'effectivement... Pour les gens qui suivent cette commu et qui avaient développé de l'affection, alors déjà, bon, posez-vous 2-3 questions, mais admettons, après tout, même dans la toxicité la plus complète, il y a des gens qui se complaisent dedans et qui voient pas le problème. Mais justement, vous voyez pas le problème, vous êtes dedans, les mecs. Donc laissez justement les gens qui arrivent sur ce contenu, et eux n'ont aucun biais par rapport à une sympathie parasociale, vous dire que c'est horrifiant, en fait, de voir ce truc-là, et accepter ce qu'on vous dit. Accepter, oui, évidemment, pour beaucoup de gens, ah ben voilà, les mecs qui étaient pas dans le truc, ils nous tombent dessus, gna 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 gna, comme si on était dans un match de foot. Mais là, c'est pas du football, les gars. Il y a un gars qui est mort. Alors, certes, il est peut-être pas mort des coups directs de ses partenaires de stream, mais me dites pas que l'intégralité des mauvais traitements qu'ils ont subis et la fatigue extrême après quasiment 300 heures de putain de stream d'affilée, me dites pas que ça joue pas, en fait. Sur quelqu'un qui est déjà, au niveau santé, super fragilisé. Et eux, ils sont tous en train de dire « Ah oui, mais enfin bon, il est pas mort d'avoir pris une gifle. » Mais les gars, c'est ouf, hein. C'est littéralement ce que les gens accusés d'homicide involontaire vont expliquer, quoi. Essayer de dédramatiser, de minimiser... Ah oui, enfin bon, d'accord, je l'ai harcelé tous les jours, mais c'est pas moi qui l'ai poussé du toit. Bah non, connard, mais peut-être que ton comportement a eu une incidence sur le sien, en fait. Non, je sais pas. Bref, donc voilà, évidemment que là, ça va être le village gaulois, hein, qui va résister encore et toujours à l'opprobre du grand public. Ce qu'on constate juste, c'est que comme d'habitude, les pouvoirs publics ne font rien.
Ce qu'on constate, c'est que la ministre du numérique, alors Miskina, elle venait d'arriver, ça faisait 2 mois qu'elle était là, et direct, on la met dans le bourbier. Ok meuf, mais c'est ton taf, putain de merde. T'as fait l'Institut des hautes études de mon cul sur la commode. Ce qu'on attend de ta part, c'est un minimum de percussion et d'être capable de te saisir de sujets, même si on te les présente là comme ça et que t'es pas au courant. C'est lancer en fait tout le processus qui permet justement de comprendre ce qui se passe. Et force est de constater que ces trous du cul qui nous gouvernent sont littéralement des bons à rien. Et Clara Chapas ne fait pas exception. Et ça aurait été Mounir Majoubi, j'aurais dit exactement la même chose. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Et comme d'habitude, tant que l'opinion publique ne se saisit pas d'un sujet, ça n'est pas un sujet. Et moi, je trouve ça scandaleux. J'espère vraiment très sincèrement que la plateforme Kik va se faire shooter. Mais j'espère aussi et surtout que l'Arcom va enfin disposer des moyens qui sont nécessaires à son action. On rappelle que l'Arcom, anciennement le CSA, c'est une autorité qui était supposée réguler l'audiovisuel public, c'est-à-dire, pas public d'ailleurs, l'audiovisuel tout court, enfin public au sens publiquement diffusé. Donc on parlait évidemment de la radio et de la télévision. Internet s'est rajouté dans le mix. Et dans le même temps, donc avec un périmètre qui grandissait de jour en jour, eh bien, les coupes budgétaires ont fait que l'équipe s'est réduite de jour en jour également. Et clairement, à l'heure d'Internet, du streaming et de la création de contenu où potentiellement tout utilisateur d'Internet est émetteur de contenu, bah, je suis désolé, mais là, il faut muscler le jeu un peu. Il faut muscler le jeu, il faut donner en fait à cette autorité les moyens de ses ambitions, quoi. Je veux dire, si elle est supposée réguler l'audiovisuel en intégrant Internet dedans, bah, c'est pas avec 34 pelés et 2 tondus que tu vas faire grand-chose. Voilà. Donc à un moment donné, il faut accepter de mettre de l'oseille là où il faut mettre l'oseille et pas évidemment attendre que quelqu'un clame avant d'un seul coup de prendre des mesures pour la galerie dont on sait qu'en plus elles ne seront pas suivies d'effet. Moi ce que j'attends, c'est que les 2 connards là déjà, co-streamers là, soient traduits devant la justice et mis en responsabilité par rapport à ce qui s'est passé. Parce que quand bien même c'est pas des coups directs qui ont causé la mort du gars, à minima, t'as quelqu'un qui est avec toi et qui est mort depuis 50 minutes et toi tu continues à filmer, pour moi là il y a non-assistance à personne en danger, etc., etc., etc. Et ça, je pense que c'est punissable. Donc que en fait ils prennent le tarif qu'ils méritent de prendre, en vrai. Pas plus, pas moins, hein. Il faut que là-dessus la justice soit intransigeante. La plateforme Kik, mais c'est la même chose sur toutes ces putains de plateformes, et je parle aussi de Twitch, et je parle de Twitter, et je parle de tous ces trucs où dans les CGU, il y a des lignes qui concernent l'absence de responsabilité de la plateforme comme diffuseur. On rappelle que de tout temps, les hommes ont été responsables des choses qu'ils diffusaient. Et que l'avènement des réseaux sociaux a permis en fait à la règle de droit d'évoluer subtilement avec une armée de juristes, hein, notamment chez Facebook, hein, bien sûr, et puis Twitter et compagnie, pour déresponsabiliser la plateforme des propos qui seraient tenus sur cette même plateforme en disant que nous, en fait, on ne sert que de support, on n'est pas responsable de ce que les gens diffusent. Bah si, frérot, en fait, aux yeux de la loi, techniquement, t'es responsable. Techniquement, si quelqu'un diffuse des vidéos de violence, de maltraitance envers d'autres êtres humains, des animaux, des meurtres en direct, comme on a pu voir sur Facebook, Facebook est full responsable en fait. Il serait peut-être temps de faire évoluer le droit pour que justement on mette les plateformes face à leurs responsabilités. Parce que le jour où elles se mangeront des amendes astronomiques et en plus de ça des bans dans certains pays, peut-être que ces plateformes feront un effort sur la modération. Puisqu'il n'y a que ça qu'elles comprennent. En fait, l'appel au bon sens, l'appel à la responsabilité, l'appel à l'éthique, ça ne fonctionne pas avec les GAFAM, ça ne fonctionne pas. Donc il faut, à un moment donné, taper là où ça fait mal. Et où est-ce que ça fait mal pour toutes ces multinationales? C'est au portefeuille. Allumez-leur la gueule, mettez-vous sur leur dos et empêchez-les d'émettre. Et vous allez voir que bizarrement, d'un seul coup, il y a plein de contenus problématiques qui vont disparaître en un claquement de doigts. À un moment donné, il faut prendre les décisions qui s'imposent. On a X qui est devenu un réseau social complètement en roue libre, où vraiment c'est le caniveau là-bas, il y a tout et son contraire sur ce site, c'est épouvantable, et là c'est plus possible. On est quand même le pays qui aura étrenné la mort en direct d'une personne victime de maltraitance en direct, tout double à 100 000. Pas mal, non, c'est français, j'espère que on va pas en rester là. Nous en tout cas, nous en resterons là pour aujourd'hui. C'est la fin de notre petit déjeuner. Voilà, un petit point planning. Ça fait quoi? Oui, ça fait 2h15 que nous streamons. Écoutez,
Je vais, à l'issue de ce stream, aller manger parce que ça s'appelle petit déjeuner, mais du coup, j'en ai pas pris. On se retrouve, nous, normalement, mais comme vous le savez, on apprend la tenue de l'émission le jour même, aux alentours de 15h30. Normalement, on se retrouve dimanche pour la discussion du pré-lundi avec théoriquement Fibre, JB, potentiellement Ben et peut-être Samo. Je tiens à remercier très fort Le Bol d'Histoire et Citron Violet pour leur raid. Bienvenue sur cette chaîne qui fait la part belle aux moments de gaming de qualité semi-professionnelle et aux discussions en détente. Je suis évidemment ravi de voir que ce rendez-vous du vendredi matin fonctionne gentiment. Voilà, on est 550, ça fait très très plaisir. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de semaine. On se retrouve dimanche soir pour la discussion de vous savez quoi. Et d'ici là, portez-vous bien, profitez de votre week-end et soyez heureux. Voilà tout ce que j'aurais à dire, hein. Voilà. Des bisous tout le monde. Ciao.